si je me souviens bien, tu aimais les poésies et tu les as bien mémorisées. Tu crois? Oui, c'est vrai? Oui, j'aimais bien la poésie. Et alors tu récitais tes poèmes à l'école? Où tu Parfaitement crois bien. où tu crois que j'apprenais pour réciter? Mhm. Autrement, je n'avais pas besoin d'étudier. Hein. Et puis maintenant, 85 ans plus tard, tu te souviens encore de ces poèmes? Je sais pas, j'essaye. Moi, je sais que tu sais. Qu'est-ce que tu voudrais que je te récite? Bah écoute, ce que tu veux, comme tu veux, ce que tu veux. Une grande, une petite? On commence par une petite? On commence par une petite. D'accord. Eh bien alors, l'oreiller d'un enfant. Ouais. Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête, plein de plumes choisies, blanches et noires et fait pour moi. Quand on a peur du vent, des loups et de la tempête, cher petit oreiller, que l'on dort bien sur toi. Trop chou. Mais moi, j'ai pas une jolie voix pour réciter. Si, tu as ta voix. Non, Elle est excellente. Puis le premier jour qu'on va à l'école, Aussi? je t'avais dit l'autre jour, Oui, oui, oui. hein, je commence déjà ça, le premier jour de l'école. Où va-t-il ce bambin pas plus haut qu'une botte? Il a mis ce matin sa plus belle culotte. Rose et frais, bien peigné dans son habit propre, le voilà alerte et guire. Le béret sur la tête, le sac à l'épaule, pour la première fois il se rend à l'école, grave comme un conscrit, il marche ferme et droit, sans arrêt ni détour, et crâne ainsi qu'on doit. Il sait qu'on le regarde et que chacun le nomme. Il sait qu'aujourd'hui, il est un petit homme. Sa mère l'accompagne et le tient par la main. Mais il pourrait bien suivre même le chemin. Bravo. Moi, j'ai tout un joli, ça, là. Oui. Elles sont toutes très choues, ces poésies. Puis tu veux encore une petite? Autant que tu veux. Mignonne petite aiguille. Hein? Oui. Mignonne petite aiguille, glisse, glisse dans ma main. Toi si fine et si gentille, tu seras mon gagne-pain. Avec ta pointe aiguisée, tu peux coudre ou bien broder, repriser l'étoffe usée, ourler, broder ou piquer. Passons un fil dans la tête, puis au bout faisons des nœuds. Maintenant tu vas la prête, tu vas courir où je veux. Mignonne petite aiguille, glisse, glisse dans ma main. Toi si fine et si gentille, tu seras mon gagne-pain. Magnifique. Mais le grand souvenir d'école à Verrières, c'était quand même la série qu'on a fait avec le régent Marcel, qui est un instituteur extraordinaire. On a appris ce on n'apprendrait plus maintenant. On allait dans la nature, on savait greffer de la vigne, greffer. On connaissait tous les arbres, toutes les bêtes. On connaissait énormément de choses. Donc de temps en temps, vous sortiez pour faire... On allait un après-midi par mois, en tout cas. Dans la nature. Dans la nature. Hein. On connaissait les plantes, on connaissait les bêtes. Enfin, c'était le cours de sciences naturelles. Voilà, je ne sais pas comment on appelait ça. Hein. Toute la classe. On était tout contents, on allait une classe promener dans la forêt. Hein. Non, ça c'était la classe de Régent, c'est la grande école. On disait la grande classe, hein, c'était les plus âgés. Hein. Ouais, les plus âgés. Entre guillemets, hein, les plus âgés, oui. Donc vous aviez quel âge à peu près? Alors moi j'ai fait 4 ans parce que je suis monté d'aller plus vite. Parce qu'il y avait de la place, parce que bon, je traînais la classe à Uldry, j'étais premier, enfin c'est pas important. De 10 à 14 ans alors? Alors j'ai passé là de 12, de 13, non jusqu'à 16 ans, quoi. Ouais. Non jusqu'à 15 ans, de 11 à 15 ans. Vous aviez des punitions à l'époque? Oh là, les punitions, le Régent Marcel avait des punitions fabuleuses. Hein. Il avait toujours promis, une fois il a dit, si la classe marche bien, c'est des petites choses, mais ça se situe bien à l'époque, il a dit on ira à la grotte aux Fers à Saint-Maurice. Et puis, chaque mois ou à peu près, on lui disait, monsieur le Régent, alors, quand c'est qu'on va l'après-midi à la grotte aux Fers?
Et puis le Jean-Marcel estimait que la classe n'était pas assez bonne. Alors un jour, on a pris la décision, toute l'école, on a dit cet après-midi, on va à la grotte aux fées. Alors le régent qui habitait Méville venait à 1 heure depuis Méville en vélo, hein, et nous on était tous en vélo, on était en face, sur ce côté de la route, on descendait, puis on voyait le Jean-Marcel qui montait, puis il s'est bien rendu compte tout d'un coup qu'il avait toute sa classe en vélo. Alors on a été en bas à grotte aux fées à Saint-Maurice. Et lui, il a fait demi-tour pour vous accompagner? Non, pas du tout. Ah, vous avez été seul? Mais en vélo, alors quand... Qui c'était le meneur de cette histoire? moi j'étais dans les meneurs, mais il y avait beaucoup d'autres, tous, on ne peut pas dire. Vous aviez 15 ans alors? 15 ans. L'école- Alors Jean-Marcel avait trouvé des punitions, alors. Hein. Donc c'était une école buissonnière, Oh, organisée. Puisqu'il avait promis d'aller voir la grotte aux fées, Ouais. puis qu'il n'y en avait pas, on a été. Ouais. Alors la semaine d'après, un jour, on a reçu chacun un papier, ce qu'on dit les meneurs. Hein. Alors par exemple, Gaston Landry, il a dû aller dans la montagne jusque, je sais pas, il devait faire signer à Marty, Jean-Marcel avait des connaissances, des ainsi. Moi j'ai dû partir de Verneillat, à pied, descendre à Saint-Maurice, d'abord à Miéville, faire signer le papier à sa femme. À Evian, j'ai dû faire signer, et il vit encore à passer 90 ans à Gay, Léon Gay, qui était secrétaire communal, signer mon passage, au poste à Saint-Maurice, à la police, signer le passage, et remonter à pied de nouveau. Hein. Ah, il était à Sapin-Haut, je ne me rappelle plus qui c'était de la classe. Hein. Il devait partir à pied, alors ça c'était des bonnes punitions. Oui, Hein. oui. Alors il y avait le cachot, il y avait le petit magistrat là-dessous, on voyait encore ces petits. C'était Ils mettaient des gens au cachot, un local sous l'école. en bas dessous et tout, en Un bas local dessous. sous l'école. avec Ouais. une- Puis alors on voyait depuis la fenêtre les types qui étaient au cachot. Et qui mettait le... On le réveillait, ils mettaient, puis ils lycée. Ah, il punissait les élèves en les mettant dans une pièce fermée. Ouais, au En cachot. dessous. On appelait le cachot, Au c'était cachot. nuit. Toi, tu n'as jamais été au cachot. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir été. Ça paraît assez violent comme système, comme méthode d'enseignement. Est-ce que vous en souffriez? Oui, non, mais on avait un autre respect des personnalités. Quand on avait, nous, 8 ou 10 ans, le dans la commune, le régent et le curé, c'était les 3 personnes adulées à la limite dans la commune. Quand vous voyez ces gens, c'était bonjour monsieur, puis ces gens-là, ils étaient intouchables, c'était un peu une caste. Hein. Le régent Marcel, il était malin. Et quand même, la politique était quand même un des éléments de la vie. Hein. Alors, il nous apprenait l'instruction civique. Alors, une fois, il nous avait appris le calcul de la proportionnelle, enfin, toutes ces choses-là. Puis un jour, il a fait un exercice pratique, intelligent, hein, avec naturellement une arrière-pensée. Alors, il a dit, alors, c'est que, comme les partis politiques à Verneillat, il avait fait des listes radicales, conservatrices et socialistes. Oui. Sans se tromper. Il a dit là, alors prenez le bulletin que vous voulez, vous mettez dans l'urne, puis on verra. Alors quand on a ouvert l'urne, Vous avez fait un exercice de tout à vote. fait. Alors on s'est aperçu, j'ai plus les chiffres précis, mais il y avait 2 socialistes, c'était David et Jean Mézot. Il y avait peut-être 5 radicaux, puis 10 PDC, mais ça c'était uniquement, Jean-Marcel faisait ça à la limite pour se rendre compte un peu de la politique des gens, hein, ça c'est sûr. Hein. C'était intentionnel. Vous avez compris la proportionnalité alors? On a compris qu'il y avait peu de socialistes. Alors toi tu es né en 1927, 28, 28, où ça? à Iviona. Et ton papa faisait quoi? Mon papa était boucher de campagne, mais avec 36 métiers qu'il avait. Il avait fait le peintre, il a fait l'électricien, à l'usine de Lavey, et puis autrement la campagne. Voilà. Donc vous aviez, quand tu étais petit, vous aviez des animaux? Ouais, voilà. On avait 1,5 hectare de terrain, et avec ça, on gardait des moutons, des chèvres, un cochon, toujours, régulièrement. Et on faisait les foins, les regains, puis voilà. Tu t'occupais des animaux? Moi, je m'occupais beaucoup, oui. Des jeunes? Des jeunes, depuis tout petit, je m'intéressais beaucoup.
Disons, j'ai eu loupé l'école pour pour assister une brebis à faire son agneau. Parce que j'avais peur qu'il arrivait dans de mauvaises conditions, parce que ça lui arrivait. Je m'occupais, moi. J'ai eu retourné l'agneau dedans pour qu'il en arrive juste. À quel âge? Oh ben, j'avais 12, 13 ans. Tu étais un accoucheur alors? Voilà, j'aimais ça. Ouais. Ouais. Ton papa t'avait donné des responsabilités alors? Voilà, exactement, ouais. C'était toi qui t'occupais du troupeau? Oui, lui aussi, mais quand il n'était pas là, c'est moi qui m'occupais. Et il t'avait enseigné ça? Voilà. Il y avait combien de moutons? Une trentaine de moutons. C'est beaucoup ça? Ouais, on essayait de monter le troupeau, toujours plus. Alors ça te donnait beaucoup de travail? Ah bien oui. Et à côté de ça, tu allais à l'école? À côté de ça, à l'école, ouais. Tu gardes un bon souvenir de cette période? Moi, oui. C'était difficile? Non. Moi, j'ai jamais trouvé difficile. Hein. Pour moi, c'était les bons moments. Moi, j'aimais l'écurie, les moutons, les petits, surtout les petits, les chèvres, quand elles faisaient leurs cabris. Ces cabris s'amusaient comme des gamins. Hein. C'est vraiment, ça, c'est des jolis souvenirs. Mais après, ces petits cabris, ils passaient entre les mains du boucher. Qu'est-ce que ça te faisait d'élever ces petits agneaux, et puis après qu'on les tue, on les découpe en morceaux? Ouais. Moi, je crois qu'on était trop habitués, alors... Tu étais attaché aux agneaux? Attaché, oui. Ouais. On s'en faisait mal. Toi, tu voyais lorsqu'ils les mettaient à mort? Moi, la première fois que j'ai tué un agneau, j'avais 11 ans. Parce que papa était à l'hôpital, il faisait de la peinture pour l'oncle Amig et Balma. Et puis, il avait avalé, en roulant la cigarette, il avait avalé comment on appelle déjà dans la peinture, là, le poison, quoi. Alors, il était à l'hôpital à Martigny, il était empoisonné. Et là, j'ai eu l'occasion de tuer, la première fois, un agneau. C'était difficile? Pas trop, parce que j'allais avec lui faire des boucheries d'un côté et de l'autre. Donc tu voyais comment ça se passait? Alors, je faisais exactement les mouvements que lui faisait, quoi. Ouais. Mais tu l'as fait seul. Et ça a bien été, seul. Seul. Et puis, je me rappelle, il m'a dit, si tu crèves pas la peau, tu peux garder l'argent de la peau pour toi. Tu l'as gardé? Je l'ai gardé. Et qu'est-ce que tu en as fait? Oh ben, je me souviens plus, acheter un couteau. En 52, avant que je me marie, on était chez Yvonne, là-bas, à la prise. J'ai tué mon cabri, mais le dernier. Quand j'ai vu la façon que le cabri me regardait, j'ai eu tellement mal au cœur, je dis c'est terminé, jamais plus je tue une bestiole. Ça a été fini par là. En 1952. En 52, oui. C'est la dernière fois que j'ai tué j'avais 24 ans. Ouais. Mais ça a été fini par là. Hein. Mais je savais tuer, puisque j'avais tellement appris avec papa. Quoi. Ouais. Tu le faisais comment? Comment tu tuais ces animaux? Ah ben l'assommer, hein, avec un bon marteau, comme il faut. Un marteau? Un bon marteau. Hein. Un seul coup? Dans derrière, oui. Bon coup, puis après je saignais tout de suite après. Ouais. Hein. Et tombé immédiatement? Oh oui. Mais alors avant... Avec des convulsions? Non, ça bougeait pas trop, mais je vois toujours le regard, la façon qu'il me regardait. L'impression qu'il... Il sentait. Il sentait. Il sentait ce qui allait arriver. Ah mais ça c'est... Alors là je peux dire, j'ai pas bon souvenir de ça, parce que j'ai dit, fini, bouclé. Et c'est seulement tout à la fin que tu as vécu ça? Ouais. Plus jeune, tu n'avais pas cette émotion? Moi. J'étais trop habitué à voir ces boucheries, quoi. Les hannetons. Ah, les hannetons. Oui, alors c'était une cueillette qui était organisée. On ramassait les hannetons, à l'époque, il y en avait une quantité effroyable. Les enfants des écoles, les grandes écoles, déjà à l'âge de 14-15 ans, allaient ramasser les hannetons le matin, très tôt, secourir les arbres,
ramasser les hannetons, des bâches dessous, des parapluies ouverts, tout ce qu'il y avait possible pour ramasser ces bestioles. Et il y en avait une quantité effroyable. Plus que maintenant. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais pas toutes les années. Pas toutes les années, non, chaque 4 ans. Donc on Le parlait... plus, le gros de la cueillette, c'était chaque 4 ans. Alors après, on les amenait à l'abattoir communal. L'abattoir. À l'abattoir communal, et là, il y avait C'était pour les tuer l'un après l'autre? Oh non, ils étaient en vrac dans une chaudière. Et puis, il les cuisait. Ouais. Il claquait là, les hannetons. Ouais. Puis après, Qu'est-ce qu'ils faisaient au de balayeur. J'avais cru comprendre qu'ils en faisaient de la nourriture pour les animaux. Non, je crois pas. Moi, je sais pas, alors. Jamais entendu. Non, pour moi, il les menait au balayeur, au déchet. Donc c'était pour les détruire. C'était pour les détruire uniquement. Ouais. Et ça nous aidait à aller en promenade d'école. Il y avait un subside, parce qu'on était payé tant de kilos. Hein. Ah C'est un subside de l'État pour la destruction de ces bestioles. Et puis cet argent servait à nous payer une partie de la promenade d'école. Une fois, on a même été à Bâle, aux zoo de Bâle, hein, pour une quantité d'élèves comme ça devait quand même coûter cher. Grâce au hanneton. On a été gratter ce prodéo, quoi. Grâce au hanneton. Avec la paye des hannetons, on disait. Oui. Et la tuberculose? Ça, on a connu alors la tuberculose, oui, sûr. Mais les dates, moi, j'ai pas trop les dates. Enfin, j'avais quel âge? J'avais 18 ans quand ma soeur et mon frère sont morts. Ils sont morts à 1 mois de différence. À 18 ans? Moi, j'avais 17, 18 ans. Eh bien, ma soeur, elle est morte à 20 ans. Oui. Et puis mon frère, 27. Les deux de tuberculose? Oui. Les deux. C'est d'abord le frère qui a eu la tuberculose. Il était à Lucerne, dans un collège. Et puis, quand il est tombé malade, il a dû revenir à la maison, bien entendu. Et donc, il vivait au sein de la famille? Oui, oui. En étant malade? En étant malade. Il poussait? Oui, il a été à Lausanne, bien sûr qu'il était bien soigné. Mais moi, je me souviens quand il est revenu, je crois il a dû aller à l'hôpital à Saint-Amé. Vous aviez peur de la transmission de la maladie? En tout cas, maman nous protégeait tout ce qu'elle pouvait. Comment est-ce qu'elle faisait? Il fallait pas toucher leurs assiettes, ils avaient des services. On ne comprenait pas tout, moi. Je suis tombée malade. Je suis tombée malade étant gamine, justement. Je ne sais pas, moi j'avais peut-être 10 ans, je ne sais pas si j'ai fait une pleurésie ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas très bien ce que j'avais fait, mais maman avait eu très peur. Alors il fallait éviter de trop s'approcher de... C'est clair que quand on a quelqu'un qui est... Enfin, moi, je ne comprenais pas tout à fait la gravité des cas de leur maladie, jusqu'à ce que j'ai 14-15 ans. Oui. Tu vois. Et alors, j'étais tellement protégée, surprotégée, mais chaque fois qu'il y avait une poussée de fièvre, que je toussais ou quelque chose, il fallait... C'était tout de suite le médecin, c'était tout de suite... Il y avait une grande inquiétude autour de cette maladie-là. Oui, très très grande inquiétude. Parce que c'était vraiment la maladie qui nous courait après. Hein, qui vous menaçait. Qui nous menaçait. Et il y a eu beaucoup d'autres morts jeunes. Pas chez nous, les autres ne sont pas morts du tout. Dans le quartier. Mais dans le quartier, moi je ne peux pas me rappeler. Oui. Moi j'ai entendu parler des enfants Randazzo, non? Oui, et puis, est-ce que c'était vraiment ça? Je ne sais pas. Moi je me souviens, oui, qu'ils étaient morts, mais plutôt c'était dans notre famille aussi, mais enfin pas. Du côté de papa, les parents de Marie-Thérèse Jacquet ne sont pas
pas été tuberculeux. Celui-là, alors oui, je sais que c'était ça. Il y en a bien eu d'autres, mais... Et à l'époque, il n'y avait pas encore de vrai traitement. Je ne sais pas ce qu'on faisait exactement. C'était avant la Deuxième Guerre. Ça, c'était... Non, c'est pas avant. Oh, il me semble que c'était plutôt... la streptomycine. Oui. Tu te souviens? C'est un nom qui me dit. C'est le premier médicament antituberculeux efficace qui a été... Je ne me rappelle pas ce que prenait mon frère. Alors là, maman était tellement... C'était toujours tout à part. Il habitait en dessus. Enfin... Ils sont morts où? Alors, mon frère, il a vécu jusqu'à 27 ans. Il s'est marié entre deux. Il a eu combien d'années de maladie? Moi, je pense... Je ne peux pas dire 7-8 ans, peut-être. Donc ça a duré longtemps, cette maladie? Oui, lui. Pendant 7-8 ans, il a été reconnu parce qu'il malade. était tout jeune quand il est revenu à la maison après. Et puis, alors, il a été à Lézin, c'est là qu'il a connu sa femme, du reste. Qui elle aussi avait une tuberculose? Non, elle était infirmière. Alors, lui, il a vécu après à Lausanne avec sa femme. Ils ont vécu là, il est mort à Lausanne, du reste. Oui. Durant toute cette période, il a eu donc... Toujours un traitement, toujours. Il était gravement malade. Et il poussait tout le temps. Moi, je ne peux pas te dire... Il habitait loin, tu vois. Emma, elle avait 20 ans, 19 ans, quand elle est tombée malade. Elle était sommeillère au Café de la Poste. Et puis, elle a fait, je ne sais pas s'il faut dire une pneumonie, quelque chose comme ça. Je me rappelle qu'elle avait été très malade, qu'elle avait fait beaucoup de température. Le docteur était venu. Et le docteur a dit, faudrait qu'elle... Je crois qu'ils l'ont mis déjà, commencé à la clinique Saint-Amé. Oui. Puis après, ils sont venus la mettre à Montana. Mais elle n'a pas supporté. Mais elle n'a pas supporté parce qu'elle ne voulait pas supporter, je crois. Elle ne voulait pas rester. Elle voulait rentrer et tout ça. Enfin, soi-disant que ça n'allait pas. Elle ne pouvait pas rester à Montana. Vraiment, elle dépérissait à Montana. Ils l'ont repris en bas. Puis ils l'ont mis à la clinique Saint-Amé de nouveau. Elle n'est pas repartie ni à Lézin, ni elle. Mais elle est restée une année comme ça. À la clinique? Oui. Une année de traitement. Et puis? Elle est morte. Après une année, alors? Oui. Donc elle a eu une maladie plus rapide que... Oh oui, parce qu'elle ne voulait pas se soigner. Elle fréquentait, elle n'a plus jamais voulu revoir son ami parce qu'elle ne voulait pas qu'il soit malade. Alors elle refusait toute visite, tout, et elle a toujours dit, je veux pas, qu'elle voulait pas, qu'il fallait pas qu'on la soigne, il fallait la laisser. Elle se sentait condamnée. Oui, on peut dire qu'elle, mais moi j'ai entendu dire qu'elle, je me rappelle, ça c'est comme ça, elle avait eu une caverne, mais le docteur avait bon espoir et disait, on va la soigner, ça va aller, tout ça. Mais elle a dit non, elle ne voulait pas. Elle n'acceptait pas de se soigner. Je crois que vraiment, elle a... Parlons un peu de ta maman alors. Alors, maman. Alors, elle a eu 11 enfants. Et puis, elle s'est formée comment? Tu sais comment elle a fait l'école? Oui, elle était à l'école à Sion. L'école de Il y avait sage-femme. Oui. Oui, elle avait 20 ans. Elle n'avait pas 20 ans, non. À 20 ans, elle était diplômée. Elle avait son diplôme de sage-femme. Et puis, elle a tout de suite commencé à travailler. Elle s'est mariée à 20 ans. Et puis, elle a tout de suite travaillé. Donc, en même temps, elle a fait sa famille, oui, fait des enfants, et elle a mis au monde plein d'autres enfants. Oui, bien sûr. C'était fréquent, les sages-femmes dans les villages? Elles étaient deux pour finir. Dans tous les villages, il y avait des sages-femmes? Oh non, pas dans tous les villages, parce que maman, elle allait un peu
assez loin. On venait des fois, si la sage-femme, je ne sais pas, c'est de Saint-Maurice, ne pouvait pas venir voir tel et tel malade je ne sais pas, à Collonges. Ça a eu arrivé qu'elle allait, mais elle allait juste parce que la sage-femme n'était pas libre. Ça pouvait arriver. Ça arrivait ici à Verneuil, la même chose. Et c'était souvent en urgence alors? En urgence. Mais maman, elle fait Dorena, Alès, souvent, Alès aussi. Elle l'a fait par tous les temps. Quand elle allait à Alès, elle montait comment? À pied. À pied? Bien entendu. Toute seule? Ou toute seule. Et des fois, le mari venait d'un côté. Papa allait des fois, si c'était la nuit, aller jusqu'à un bout, puis le monsieur ou de la parenté venait à sa rencontre. À chaque fois, c'était pour l'accouchement? Pour l'accouchement, oui. Et puis, elle a eu des cas très graves, des cas, par exemple, à l'Est, quand elle a dû monter en hiver, puis ils n'arrivaient pas à monter, ils n'arrivaient pas à ouvrir la route. Elle est montée dans la benne du charbon. Ils ont fait monter dans la benne du charbon, c'était la seule façon. Elle est restée plusieurs jours là-haut, 3-4 jours, parce que ça n'allait pas tellement bien. Alors elle n'est pas redescendue pendant que... Alors si elle n'était pas ici, s'il y avait eu quelque chose de ses clientes, c'était Madame Poli qui aurait été, tu vois. Elle s'arrangeait comme ça. Elle vous parlait de ce qu'elle faisait, ou de ce qu'elle vivait? Oh oui, elle nous disait ça a été assez dur cette nuit, ça a été très dur. Ça ne s'est pas passé comme normalement. Bon, elle ne nous racontait pas tellement de choses, mais bon, elle nous disait si ça avait bien été ou pas bien été. Des fois, elle nous racontait des choses qui se passaient dans la famille. Je ne me rappelle pas tout, mais je sais que des fois on rigolait parce que c'était des choses naturelles, quoi. Mais tu sais combien d'enfants elle a mis au monde? 1500, en tout cas elle avait compté jusque-là. Après plus, c'est quand ça arrivait vers la fin, elle avait un peu abandonné de compter. Et elle a fait ce métier jusqu'à quel âge? 70 ans, elle a dit j'arrête, c'est fini, maintenant je vais plus. Il y a l'autre sage-femme plus jeune, et puis maintenant on va à l'hôpital. Ça a commencé où les dames allaient aller à l'hôpital, quoi. Dans les années 50, ça? Oui. Alors elle a dit maintenant c'est fini, même avant, 45, depuis que j'avais perdu les os. Ah, une semaine? Oui, presque. Je crois qu'il y avait en tout donc, cas... tu n'as pas été à l'hôpital? Non. Oui, j'aurais pu, mais c'était décidé que je restais à la maison. D'accord, donc vous aviez décidé ensemble? Oui, oui. Et donc, ton premier enfant, c'est ta maman qui l'a mise au monde? Oui. Vous vous éclairiez comment alors, à cette époque? On avait déjà la lumière électrique, nous, chez nous. On avait aussi le... Grâce à l'usine? Oui. On avait la lumière et puis on avait aussi l'eau. Ce qu'il n'y avait pas dans les maisons voisines. La maison d'à côté, ils allaient chercher l'eau à la fontaine. Mais chez nous, papa était... Il était pour le progrès. On était les premiers à avoir la radio. S'il avait eu de l'argent, on aurait été gâtés. Mais vous voyez, il travaillait dans les mines. On le voyait qu'une fois tous les 2 mois. Il n'avait pas les moyens de venir en fin de semaine. Ça coûtait trop cher. Il travaillait où? À la mine, au barrage de la Dixence. Ça, je me rappelle bien. Dans les grands barrages? Parce qu'il venait tous les 2 mois à la maison. Puis il était tellement heureux, il prenait les gosses les uns après les autres, il les jetait en l'air, puis les ramenait. Ça prenait comme ça. Après 2 mois de séparation. Hein. Oui, oui. Oui. Parce qu'il travaillait dur aussi. Oui. Puis à côté de ça, il m'élevait comme un garçon. Il allait
le samedi, des fois, en haut dans la forêt, tout en haut, chercher du bois. Et moi, je vais aller avec lui. Il me faisait faire une traîne, qu'on appelle, tout en bois. Puis lui tirait sa bille de bois, puis moi la traîne. Il m'aimait comme un garçon. C'est que vous étiez forte. Sûrement. Puis il avait besoin de quelqu'un de solide avec lui. Voilà. Il était sûrement content aussi d'être avec vous. Et votre papa, il a travaillé pendant combien de temps dans les mines et dans les barrages? Jusqu'à ce qu'il arrête. Et pour finir, il est tombé malade du cœur. Et puis, il a eu la maladie des mineurs. Oui, la silicose. La silicose. Il est mort de ça. Oui. Vous vous souvenez? Il était à la maison alors? Oui, oui. Mais vous étiez à Genève à ce moment-là? Moi, j'étais à Genève. Il avait de la peine à respirer. Oui, oui, oui. À quel âge il est mort? Passé 60 ans. Né le 16 mai 1889 Oui, et décédé le 25 mai 1955. non, on n'est pas venu vieux. Non. Ça fait 66 ans. Oui. Quand mon petit frère est né, le cadet, j'ai dit à mon papa, on était assez avec 9. Alors il a dit, c'est pas à toi de me dire ça. J'ai dit, si, j'ai le droit de te dire ça, parce que vous m'avez fait quitter l'école à 13 ans pour aller travailler à la Moderna, parce qu'il était malade, il était à l'hôpital de Saint-Maurice, et il n'y avait pas d'assurance à l'époque, et pas de chômage. Alors j'étais la seule à les gagner. La vie de la famille. Oui. Très On m'a jeune. fait quitter l'école, ce qui n'existerait plus maintenant, les autorités ne permettraient pas. À 13 ans pour aller travailler à la Moderna. Combien de temps? Oh, je ne me rappelle plus combien de temps. Oui. À l'usine. À l'usine. C'était dur, Ah oui, le travail d'usine. oui. Plus C'est-à-dire d'autres services. que j'étais au fond. Il y avait les fonds des paniers avant le montage. Et quand il y avait des commandes, ça pressait, on nous mettait à tâche. Et puis c'était dans le paquet. Et j'étais à côté d'une tante qui était la plus rapide de la table et je voulais aller aussi vite qu'elle. C'était déjà des machines Non, là on travaillait à la main, à la main, sur une table. sur un panneau. On faisait les fonds. Les mains, les doigts, tout ensemble. Tout Tellement vous aviez usé vos doigts sur le bois. Oui, Vous deviez prendre des des baguettes listes et puis les et les mettre. poser. Et Tout ouais. le temps, comme une machine. Oui, Et ça, des milliers de fois par jour. ah ben oui. Mhm. Ça c'est un mauvais souvenir. C'était dur. Ouais. À 13 ans. Oui, Mais vous avez pu aider votre famille. oui. À quel âge est-ce que vous êtes parti d'ici 15 ans. pour Genève? Pour Genève, c'est-à-dire qu'il y avait l'école, elle existe toujours, une école de jeunes filles sur la route de Chara à Martigny, qui était tenue par des sœurs et qui avaient des connaissances à Genève qui s'adressaient à elles pour avoir des bonnes, Oui. des employés. Et j'ai été envoyée par une sœur de Martigny. Dans une bonne famille. Dans une... non. Marchand d'esclaves. J'ai été chez des marchands d'esclaves, ça je peux dire. Mais c'était pas leur profession. C'était ce qu'ils faisaient avec vous. On levait à 6 heures, terminait à 9h30, 10h, et très souvent, oui, le soir, et puis congé le jeudi après-midi de 2h à 6h. Et le dimanche de 2h à 6h, c'est tout. Et puis elles étaient 3 sœurs qui habitaient la même villa.
Et quand il y avait des invitations, des repas chez l'une ou chez l'autre, elle prenait les employés de leur sœur. Alors on allait travailler jusqu'à 1h du matin, une fois chez une fois chez l'autre, mais on ne donnait pas un franc, rien. Votre salaire, c'était d'être nourri et logé? Non, 25 francs par mois. Pas beaucoup. Oui. Puis au bout d'une année, je me suis endormie sur un lit, j'étais trop fatiguée, c'était trop pénible. Parce qu'il fallait tous les jours, à l'époque, on faisait les fonds, les parterres, à la paille de fer. Il y avait tous les jours une chambre à faire à la paille de fer. Enfin, j'étais tellement fatiguée, je me suis endormie sur un lit. Puis la patronne m'a trouvée, puis elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit « Je suis trop fatiguée, madame, je ne peux plus travailler. » Elle m'a envoyée chez un beau-frère qui était médecin. Il a dit « Elle est anémique à fond. Alors, vous allez à la maison, vous allez vous retaper, puis après vous revenez. » Alors j'ai dit « Non, madame, je ne reviendrai pas. » Pourquoi? Parce que je ne veux plus servir les riches. Alors je suis revenu à la maison. Donc j'ai pas eu besoin de travailler, manger, me retaper, quoi. Et puis j'avais une cousine qui habitait Martigny, dont le père tenait un restaurant sur la Côte d'Azur. Alors elle m'a dit, maman aurait voulu que j'aille travailler à la Moderna à l'époque. Il y avait la fabrique de paniers. Et moi, je ne voulais pas être ouvrière d'usine. Alors j'ai été trouver cette cousine qui m'a présenté à monsieur Durand, le directeur du Grand Hôtel des Alpes à Champais, comme apprenti fille de salle. Et là, j'ai fait mon apprentissage. Après, je suis reparti à Genève. Et au bureau de placement, elle m'a dit « Ouais, alors avec ce certificat, je vais te trouver une bonne place. » Alors, je suis allé comme service personnel et service de table chez la comtesse Moretti. Alors là, il y avait du personnel. Je faisais que le service de table et le service de madame. C'était moins lourd. Oh là là. Et puis, il partait souvent en vacances avec son mari et son fils. Et pendant ce temps, les employés on était nourris, logés. Et libre. Et on pouvait demander à la cuisinière, qui était très gentille. Moi, j'adorais les calamars. Oui. Et on pouvait lui demander ce qu'on voulait, elle nous faisait manger ce qu'on voulait. Et vous aviez un bel uniforme. De la robe noire, le col blanc, l'habillé blanc. Et là, j'ai pris le téléphone un jour, puis j'ai téléphoné à ma première patronne. J'ai dit, madame, je suis chez la comtesse Moretti, j'ai beaucoup moins de travail que chez vous, et je suis payée 3 fois plus. Au revoir, madame. Vous vous rendez compte? Oui. J'étais culottée, je trouve. Personne ne m'avait dit de faire ça. À quel âge tu as été travailler chez les paysans? À 13 ans. À 13 ans. J'ai été une année chez Marcel Bonchat, puis autrement j'ai été 2 ans chez Pignat. Et qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, le botch. Alors, par exemple, j'aimais bien les animaux. Moi, je ne traisais pas, mais disons au fond, on allait à la campagne, conduire les chevaux, ramasser des fruits. Moi, j'allais souvent, parce qu'ils avaient des fraisières à Martigny ou des abricots, avec le cheval, chercher les fruits, les ramener, par exemple. Des champs de foin, au foin. Tu étais avec le cheval, mais tu étais avec... J'étais avec le cheval. Non, je me laissais seul, Maurice Pignat. Moi, quand ils ont construit la maison en 1943, depuis la scierie Bompard à Martigny, j'ai tiré les poutres seul avec le cheval. Le frère Amica Guéban, qui était chef scieur chez Bompard, il est venu m'accompagner jusqu'au pont de la Batiate, et il y a eu cette route-là, parce qu'il me dit, mais tu te rends compte,
On avait un char qu'on rallongeait parce que les poutres avaient 15 mètres de long. Tu te rends compte, à la bâtisse, monter au trial. Et comme ça, tu menais le cheval. Je conduisais le cheval, Maurice Pignat, il m'attendait vers le Martigny-Châtelain. Tu conduisais, tu étais devant, tu le tenais par là. Oh là, j'étais dessus le char avec les guides. À 13 ans. Oui, oh, ça on a tout fait. Ouais. Mais ça, c'était courant, là. C'était courant, les enfants des pays, entre guillemets, des Donc c'était en paysans. 1943. Ça, c'était en 1943. Ouais. C'était pénible comme travaux. C'est-à-dire qu'on était relativement solides. Moi, je partais à 6 h le matin de la maison. J'arrivais à 7 h 30 le soir à la maison. Mais on avait du plaisir. On faisait ça. D'abord, il faut reconnaître qu'on mangeait bien. Ouais. On n'était pas poussé. Ouais. Chez Pignat, c'était une famille particulière. Je dois dire, Maurice, tout ça, c'est des gens qui étaient très humains, très ouverts. Tu vois, c'était pas des... Ça criait jamais, ça, tu vois. Donc ils étaient doux avec toi. Oui, tout même entre eux. Il n'y avait jamais de conflit. Ouais. C'était très gentil. Hein. Alors tu avais du plaisir. On était contents. Donc toi, tu as appris un peu le métier de la terre, là. J'ai connu la terre, j'ai connu un peu les cultures, tout ça. Hein. Parce que ton père, lui, en fait, il t'a pas appris les métiers de la terre. Non, tourner le jardin, c'est tout. Ouais. Non, pas du tout. Ouais. On savait planter des pommes de terre ou des salades, mais on n'avait pas des fraisières et tout, c'est tout un travail. Hein, Puis les abricotiers, on n'avait pas d'abricotiers, mais ils avaient la grande propriété dans les îles. Alors on cueillait des tonnes d'abricots. Ouais. Alors moi je faisais la charroi avec le cheval et la charrette. Donc tu étais surtout le préposé au transport. J'étais la petite main. Ouais. Je faisais tout. Râper les betteraves pour donner la lêcher aux vaches. Il y avait un truc, on tourne, et ça c'était le gamin qui faisait. Ouais. Donc vous sortir le fumier, souvent c'était le gamin. La brouette. Puis... Il t'appelait le gamin? Oui, je dis le gamin, on était considérés comme des gamins. Il y en avait d'autres comme toi? Non, il y avait Ricky Jacquier qui était venu une année après moi. Ouais. En même temps que moi, une année, puis après, une année après. Ouais. Mais ils avaient... Toi, tu n'étais pas encore très solide alors, à 13 ans, 14 ans. Oh, ben, on était relativement solides à ce moment-là. Hein. Mais on faisait des travaux par rapport à... On ne pouvait pas lever des charrois ou même et tout, mais pour mettre le foin sur le char et des choses comme ça, les germes, c'était comme ça. Ouais. On lapidait peut-être un peu, mais on était comme ça. Et tu faisais ça pour gagner quoi? Eh bien, d'abord, c'était comme ça pendant la guerre, on était d'abord bien nourris. Puis on nous donnait 50 francs à la fin de la saison. Ouais. Alors, le souvenir des premiers 50 francs, c'est que c'était rare, c'était la guerre. Ouais. On est monté à Martigny avec maman chez Créton, les chaussures, en sortant de Martigny à gauche, hein, derrière, maintenant il n'y a plus les magasins de chaussures, Créton. Et il y avait là en vitrine une paire de souliers de ski, 50 francs, ça je me rappelle. Et ces souliers de ski, à ce moment-là, on avait les candards, alors le talon, il y avait un renfort en couleur naturelle, cuir naturel, des souliers de ski, 50 francs. Maman m'a dit, alors tu peux les prendre. Mais j'étais mal à l'aise à l'école parce qu'on avait des socs beaucoup, puis des souliers. J'étais mal à l'aise avec ces souliers de ski. Trop beau. Mais oui, j'étais mal à l'aise. Hein. Ouais. Des souliers d'hiver. Des souliers de ski d'hiver, des souliers d'hiver, des souliers. Vous les utilisiez pour aller à l'école, ces souliers? La neige, avec plein de neige l'hiver, on avait le ski et tout, on n'avait pas tant de souliers. Hein. Ah oui. Donc c'était le gros soulier d'hiver que vous pouviez... À part l'été, on avait des petits souliers, on était toujours en gros souliers, ce qu'on appelait des souliers. Ouais. Il n'y avait pas tant de choix à ce moment-là. C'était spécial. Hein. Mais c'était extraordinaire, la vie. On apprenait beaucoup de choses, on voyait beaucoup de choses. Puis... Et par exemple, qu'est-ce que vous mangiez chez les paysans? Voilà. Chez Pignat, c'était Madame Pignat, c'était la sœur à Marc Robin, c'est tous des parents à Marc Robin, Gabriel Robin. C'était une cuisinière hors ligne, une femme sympathique, gentille. Tous les matins, je déjeunais là le matin. C'était les röstis avec le saindoux. Et c'était délicieux. Hein. Ouais. Les vendredis, c'était le gâteau et la soupe, mais vraiment la soupe. Ouais. Mais ça, c'était à quel moment le matin? À 9h? Non, ça c'était à midi, la soupe et le gâteau. Alors le gâteau, c'était Mario, le boulanger, qui cuisait. Elle passait juste la porte du four. Le gâteau, il était gros comme ça, juste la porte du four. C'était une tarte, c'était quoi comme gâteau? C'était du gâteau. Aux prunes, quand il y avait des prunes, aux pommes, quand il y avait des pommes, ils n'achetaient pas. À ce moment-là, c'était des fruits. C'était une grande tarte. Oh, un gâteau, une plaque qui faisait 80 cm de diamètre. Une tarte aux fruits.
La mère Pignat qui faisait ça, avec la soupe. Puis autrement, la semaine, on avait amené normal, quoi. Ils avaient la cochonaille, naturellement, puisqu'ils tuaient quand même du bétail, alors on avait pas mal de cochons, entre guillemets. Ça, c'était l'été? Oh, c'était l'été, pendant tout l'été, l'hiver, on était à l'école. Ouais. Ça, c'était pendant les vacances d'été, le collège et l'été. On avait quand même 4 mois à peu près, on n'avait rien. Et combien d'années tu as fait ça? Moi, j'ai fait 3 ans. 2 ans chez Pignat, puis 1 année chez Botton. Puis après, tu étais assez grand pour plus faire? Ben, après, c'était fini. Après, j'ai C'était travaillé... l'apprentissage. Non, avant, quand j'ai travaillé 1 année chez Riemann Entrepreneur, j'ai fait le Café du Progrès comme manœuvre, botch. Ah, d'accord. Monter les gargouilles dans les vignes à Croptier, là, à Saxon, pour canaliser l'eau. Tous les escaliers qui montent à l'usine au chemin de la Puce-Vache. Et quand Antoine Fournier est maçon, moi j'ai fait le botch. À quel âge? Ça, j'avais 15 ans. L'année donc avant le collège, 15 ans. Mais on faisait le botch. Jusqu'en haut? On a remonté escalier par escalier avec le wagonnet, on brassait le béton sur le coffret à mesure, on collait, puis à mesure on a fait ça. Et là aussi tu vas dire. Puis après on était sous la vieille fontaine, quand on n'avait rien à faire sur les chantiers, on faisait des plots de ciment pour les constructions. Avec Henri Letingue et Faïbella. Alors là c'était le travail le botch, c'est dehors. Moi, je devais aller avant eux le matin pour quand eux ils arrivent, parce qu'ils étaient payés à la pièce. Alors quand eux arrivaient à 7 h le matin, moi je devais avoir brassé le béton, parce qu'ils étaient payés tant la brique. Il fallait qu'au moment où ils arrivent, ils puissent déjà mettre ça dans l'affaire, et puis tant. Alors une fois, on a demandé une augmentation de salaire. Je peux dire, j'ai noté là, c'est le premier fait syndical, c'est quand on montait les gargouilles dans les vignes à Croptier, à Saxon. Puis on avait vu qu'il payait un peu plus le maçon et puis un peu plus le manœuvre. Il était chef de gare à Yonne à ce moment-là, Croptier, avant de venir vers les. On était chez lui le soir là-bas, j'ai noté ça là-dessus. Et puis il y avait Faibel, moi j'étais là, rimé, puis on se chicanait pour 4 sous de l'heure. Finalement on est parti des pages Croptier, c'était un rap. Finalement on est parti de la gare, là on avait droit à 4 sous de plus. Toi aussi? Oui, tous. Ouais. Oui. 20 centimes de plus par heure. Ah, mais c'était important. Hein, oui, ce qui était combien? Oh, je ne me souviens plus. Hein, peut-être un franc 20, un franc 50 de l'heure. Hein. 1 franc 50 de l'heure. C'était déjà un montant à ce moment-là. Hein. Faut pas oublier. Faut pas oublier que moi, quand j'ai commencé au PTT à Sion, monteur, en 1953, je gagnais 460 francs par mois. Il n'y a plus de proportion, les chiffres. Alors, tu vois, à l'heure, c'était... Qui faisait 200 heures à 2 francs, ça fait 400 francs. Tu vois, pour un maçon. Ouais. C'est tout à fait... on ne peut plus comparer ces choses-là, plus du tout. Hein. Alors moi j'ai fait un premier apprentissage, parce que chez moi c'est compliqué. Le premier apprentissage de fer-blanchier appareilleur, fer-blanchier couvreur appareilleur. J'ai fait 4 ans et demi d'apprentissage. J'ai fait un contrat de 4 ans et demi à Martigny. Mais j'ai peu pratiqué. Parce qu'après, je suis rentré à l'usine de Lavey avec les ateliers des Charmilles de Genève pour monter le groupe 1 là-bas, le montage. J'ai fait le montage jusqu'au bout. C'était en quelle année ça? 49. 49. C'était le début des usines électriques. Voilà. Ouais. On a fait le montage là-bas, puis après je suis venu à Miéville faire le montage à Miéville, avec les Charmilles. J'ai suivi le chef monteur, autrement dit. Il a voulu que je le suive, je suis venu ici avec lui. Donc tu as monté l'usine, les roues, tout ça? Tout, oui. J'ai monté la turbine Kaplan à Miéville, à Lavey. Quand elle était terminée, elle a fait tourner tout, qu'elle était prête. On a déménagé à Miéville et j'ai fait le montage du premier groupe à Miéville. Le 17 juillet 50, on a commencé à Miéville et le fin d'année, le 31 décembre, on a fourni les premiers kilowatts. C'était une aventure industrielle, ça? Oui, alors ça j'ai beaucoup aimé. Hein. Et toi, tu as appris ton métier sur le
Sur le tas, parce que là j'ai appris à souder électrique, parce qu'on avait des soudeurs, des charmis avaient des soudeurs, c'était peut-être les meilleurs soudeurs de Suisse romande. Alors j'ai appris à souder électrique, je soudais déjà autogène avant, alors je connaissais toutes les soudures. Alors là-bas ça allait bien, parce que je pouvais souder, je pouvais faire le montage avec les... Mais mon premier métier, je l'ai un peu abandonné. Mais j'ai fait là-bas l'appareilleur aussi, j'ai eu installé des giffards, des trucs comme ça. Les roues, elles étaient déjà construites, elles sortaient d'usine voilà, finie. Ouais. Donc on recevait les roues et on les installait. Ouais. Ouais. C'était une grande fierté alors de participer à ces travaux. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé. Et alors, j'avais presque regretté d'avoir pas fait mécanicien, électricien. Mais j'ai appris sur le tas. Voilà. Et après toute ta vie professionnelle, tu l'as passée dans les usines? À l'usine. Alors, à 42 ans, j'ai fait l'apprentissage d'électricien. Avec Dubois, qui était mon chef, mais copain et chef, quoi. Alors, j'ai beaucoup appris, parce que j'ai beaucoup aimé les schémas. J'avais le virus des schémas. Alors, j'ai vite appris. Puis après, j'ai fait toute l'automation de l'usine. L'usine était commandée depuis Lausanne. Ça, c'était les années en 70. J'avais 42 ans. Et puis, je suis tombé en même temps que mon fils, qui a fait l'apprentissage d'électricien. Alors, il avait tous ses classeurs. Alors, moi, je suivais ses classeurs. Et puis, entre deux, j'avais des cours en Martin, enfin, tout ça. Alors, ça a été mes plus belles années. Parce que j'ai pu prendre ma revanche sur l'apprentissage qui n'était pas trop bien pour moi, le premier. Mais celui-là, alors, c'était fantastique. Tu as aimé apprendre voilà, électricien. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai pratiqué pendant 20 ans. Tu avais déjà une grande expérience un peu de tout ça. De tout, oui. Je pouvais faire de la serrurerie, je pouvais faire tout à côté encore. Quand je montais des tableaux à l'usine, si le serrurier n'avait pas de temps pour moi, eh ben, je faisais même mon truc, mon montage pour monter mes appareils électriques dessus. Alors j'ai un souvenir alors formidable. Tu étais un artisan complet. Complet, oui. J'ai beaucoup aimé ce métier de filerie, installer des centaines de relais, des paquets de fils. Ah, j'ai aimé ça. Est-ce que, du point de vue économique, vous vous sentiez privilégié? Est-ce que vous étiez bien payé? Oui, moi je trouve que... Par rapport aux autres gens dans la population? Oui, on était mieux payés. Comme je faisais partie des syndicats, alors j'étais au courant pas mal de ce qui se passait ailleurs et tout ça. À l'EOS, c'était une bonne boîte. Hein. Ouais. Ah oui, et vraiment la relation avec les patrons, est-ce qu'elle était bonne? Comment vous sentez? Très très bonne. Moi, on a même une fois signé un contrat avec le directeur, en parenthèse, qui était un ami à grand-papa. Hein. Ils étaient au collège ensemble à Saint-Maurice, M. Manfrini, qui était directeur EOS, qui me parlait de grand-papa, parce qu'il savait que j'habitais Verneuil. Et on a signé le contrat à Martigny, dans un restaurant, où à ce moment-là, nous, on signait. Le personnel, on signait. Le personnel. Voilà. Après, c'était fini, ça. Après, c'était les secrétaires syndicaux qui Toi, tu as fait partie d'un mouvement syndical. Voilà. J'ai fait partie des syndicats des services publics à Lausanne. C'était un syndicat combatif? Moi, je trouve, oui. Parce qu'avant, c'était les chrétiens sociaux qui s'occupaient un peu ici. Puis, contrairement à aujourd'hui, à ce moment-là, ils étaient un peu trouillards. Ils avaient peur de trop s'engager. Ils avaient peur d'aller devant la direction. Nous, on n'avait pas peur d'aller. Eux avaient peur. Alors après, on a le syndicat, là, à Lausanne, VPOD, quoi, service public. Alors ça, on a fait un boulot formidable. Nous, on voulait toujours rattraper l'AVE. Parce que moi, comme je travaillais à l'AVE avant, je connaissais les salaires là-bas. On avait toujours de la peine à les rattraper. Eux, c'était la ville de Lausanne. Ils étaient supérieurs au Valais, quoi. Mais, alors que vous étiez EOS? EOS, oui. Ah, mais c'était vraiment une bonne société. Hein.
comme pour... Moi, après, j'ai eu la chance parce qu'on m'a donné des responsabilités. J'ai fait le piquet responsable là-bas. Ils m'ont nommé chef d'équipe parce qu'il fallait... On avait le réseau 65 000 jusqu'à Sion. Tout. Alors, Martigny, Sion, c'était Miéville, responsable de ce réseau. Alors, j'avais le contact avec d'autres usines. Martigny, Chansec, Sion, tout ça. Alors, ils ont été obligés de nommer comme ça pour que les gens au téléphone rigolent pas. Hein. Puis là, on ne peut pas rigoler, nous, parce que quand on met une ligne à la terre et qu'on avise le chef monteur qu'il peut monter sur la ligne, c'est sérieux. Hein. Une grande responsabilité. Beaucoup de responsabilités, oui. Alors j'ai fait ça pendant 14 ans. Est-ce qu'il y a eu des accidents? Non, moi j'en ai jamais eu d'accident. Connu d'accident? Non. Alors que vous étiez tout le temps avec des hautes tensions? Toujours, oui. Ça veut dire que vous étiez très prudent? Alors, il fallait être prudent, ouais. On devait être prudent. Oui. Il y avait des manières, des protocoles pour prévenir, pour... Oui. Ou c'était individuellement que vous aviez conscience que c'était très dangereux et... Oui. Bon, à l'époque, c'est vrai qu'on ne prenait pas toutes les précautions, par exemple le casque. Maintenant, on n'a plus le droit de rentrer dans une station aérienne sans casque. Et puis, la ceinture, pour quand on va reviser des disjoncteurs, des sectionneurs tout en haut. Moi, je suis monté avec l'échelle, comme j'avais jamais eu de vertige. Je montais, puis la moitié du temps, je ne m'attachais pas. Alors, bon. Sur des pylônes? Pas les pylônes, mais la station aérienne à Méville. On voit quand on passe les sectionneurs tout en haut, c'est peint en rouge. Alors on devait réviser ça chaque année, petite révision pour que ça toujours ça fonctionne bien, quoi. Tu as été engagé comme ouvrier ou comme employé à l'usine? Oui. À quel âge? À 19 ans. À 19 ans, j'ai commencé là, une fois qu'ils avaient besoin d'ouvriers. Et le premier travail que j'ai fait, c'est dégager une voie de chemin de fer depuis l'usine jusqu'à la sous-station à côté. Dégager parce qu'il y avait 50 cm de neige. 50 cm de neige, c'était au mois de novembre, le 4 novembre. Et puis après, toute ta vie, tu as travaillé à l'usine? Et puis après, il est arrivé ce qui s'appelait un monteur, un mécanicien, qui venait pour la révision des turbines, puis son aide est venue malade. Alors, il n'y avait personne sous la main, il m'a demandé, là, le patron de l'usine m'a dit, j'ai commencé là, dans la maison. Donc tu as eu une formation, en quelque sorte? Oui, comme ouvrier d'usine, je faisais un peu tout pour finir là-dessus. Donc tu étais devenu un peu mécanicien? Ouais, je cousais un peu, pas beaucoup, hein. Mais le balai plutôt, les nettoyages et le balai. Voilà quoi. Elle était grande cette usine? Oh oui, mais elle existe toujours d'ailleurs. Oui, mais il y a moins de monde. J'ai travaillé 30 ans environ avec ton grand-papa. Excellent collègue, j'ai souvenirs formidables. Vous étiez nombreux à l'usine? 20 et quelques, 25. Maintenant, il n'y en a plus que 4 ou 5. Hein. C'est tout moderne. Automatisé. Alors voilà. En plus, c'était un travail assuré. Au début, je n'étais pas nommé. Je n'étais pas nommé, j'étais ouvrier, payé à l'heure. Jusqu'à ce que j'ai eu la nomination d'employé CFF. Et après, tu as été payé au mois? Après, j'ai été payé au mois. Ça, mais déjà jeune, on avait envie d'avoir une place comme ça. C'est ce qui s'appelait les places fixes. On était sûr d'avoir le lendemain le travail et la paye. À l'époque, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Puis c'était un travail qui était peut-être moins pénible? Oui, moins pénible. Que l'agriculture ou bien les usines? Oui, puis c'était régulier comme heure de travail. Et puis à côté de la maison. Il y en a beaucoup qui allaient à Martigny en vélo, mais je sais pas. Ceux qui avaient un vélo encore. L'ambiance était bonne entre les ouvriers? Oui,
Oui, beaucoup de Suisses allemands au début. Parce que c'est eux qui connaissaient le métier. Voilà. Et beaucoup de Suisses allemands. Eux, ils étaient formés. Puis après, il est venu quand même des gens du pays. Et puis ces Suisses allemands, ils sont restés ici, ils ont épousé des filles d'ici, puis ils sont restés ici. Bien sûr, j'étais content. Qu'est-ce que vous faisiez dans vos loisirs, par exemple? Moi, j'ai toujours fait un peu la gym. Je n'ai pas été un champion de gym, mais j'étais un bon membre. Voilà. Régulièrement? Régulièrement. Et puis j'ai travaillé à la Lonze, alors j'ai fait les équipes. Alors j'ai toujours travaillé un peu la campagne à côté. Les fraises. Après les fraises, j'ai fait un peu de tabac. Après le tabac, j'ai fait les tuyas pendant 20 ans. Tu avais des terrains ici? Pas beaucoup de terrain, moi, peu. Tu les louais? Je l'ai loué. J'avais un bon morceau où ils ont fait l'autoroute. Et puis quand ils ont fini l'autoroute, j'ai stoppé. Tu avais appris où à faire, à travailler la terre? En sur le champ, comme ça, j'avais appris tout. Non, les frais, c'était facile, il n'y avait pas d'aller au Châteauneuf. Et puis les tuyas aussi, quand une fois que c'était avec Maurice Beauchâtel, un peu à l'époque. Puis... Et ça vous permettait? Ah oui, ça peut bien mettre... Ah non, ça va bien. De bien mettre? Oui. Bien été, oui. Tout, moi, ça vous permettait de faire de l'argent? Ah oui, à l'époque, oui. Le tabac, je faisais avec Pierre-Georges. On faisait on semait les... Alors j'avais toujours travaillé en équipe, j'avais beaucoup de temps. On faisait les plantons même. Puis après, pendant une dizaine d'années, puis après, ça a plus... C'était le fait de travailler en équipe qui permettait voilà. Mais beaucoup plus à la gym, dans les sociétés, ça a été fini. Parce qu'on faisait encore les équipes, quand on faisait les équipes de 12 heures. On travaillait des fois, on faisait 12 heures le dimanche. Chaque 2 dimanches par mois, c'était 12 heures. Ou la nuit ou le jour. C'était des équipes, on faisait les... Et le nombre d'heures par semaine était limité? On faisait 60 heures par semaine. 60 heures par semaine? Oui. C'était des heures de présence, mais c'était des heures. Qu'est-ce que vous faisiez comme gymnastique? Oh, moi, je n'étais pas ni un athlète, ni un artistique. J'étais Qu'est-ce qui te plaisait? La culture physique, un petit peu. Tu préférais quoi comme activité? Oh, j'avais pas de préférence, déjà. J'étais le porte-drapeau. Voilà. Je fais encore maintenant à la gym. Oui. Alors, il y a un moment. Oui. Donc, c'était surtout un groupe de copains? Voilà, oui. Il y a encore maintenant. Oui. On a encore un couple là. Toujours les mêmes? Oh, il n'y en a plus. On se compte sur les 5 doigts de la main, maintenant, ce qui reste. Oui. Et vous faites quels exercices maintenant? Maintenant, on joue au badminton. Badminton? Oui, tu vois. Oui. À 85 ans, encore le badminton? Oui, un peu. Donc tu as fait de la gymnastique depuis tes 15 ans jusqu'à 85 ans? Voilà, tout le temps. Quand j'ai pu aller, j'ai toujours été. Et tu fais encore du badminton? Oui, un peu. Cette année, un peu moins. Ça conserve alors? Ah oui, je pense. Oui. Alors maintenant, raconte-moi comment est-ce qu'on tue un lapin? Oh. Si, pour la postérité. Non, moi, j'ai pas tant de ces pistolets. Hein. C'est un petit coup de... Qu'est-ce que tu utilises? Un petit bâton, là, puis voilà. Et comment tu fais? Les gorges, direct, après. Quand ils sont assommés, Donc, pas les pattes. Tu le pends par les pattes? Fais-moi le geste. Non, par les pattes arrière, un coup derrière les oreilles. Ouais. Et après, un petit canif? Oui. Et puis écorché, rien. Ça, tu les saignais? Oui, les saignais, oui. Et puis après, tu les accrochais? Accrochés en bas. Par les pattes? Oui. Écartés? Oui. Sur une poutre? Oui, 2 clous. Entre 2 clous?
Et en bas la peau. Après, tu les déshabillais. Oui, oui. Tu incisais et tu tirais en bas. Hein. Voilà. Oui, oui. C'est que maintenant, il y a plus grand monde qui sait encore faire ça. Ah, il n'y en a plus beaucoup. Hein? Ah, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y a plus que des Portugais. Il n'y a plus personne. Il n'y en a plus qui ont des lapins. Moi, c'est les derniers qui... On les trouve à la Migros. À la Migros. Les lapins, ils sont déjà découpés. Ah oui, oui. Oui, oui. Donc toi, tu as encore des lapins maintenant. Oui. Et tu les tues encore? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis après, tu les manges? Après, on les mange. On distribue, puis on les mange. Elle est comment, la viande de lapin? Ah, c'est bon, ça, c'est pas les lapins. Tu vois qu'ils n'ont mangé que des pommes, des patates, de l'herbe, de la verdure. Est-ce que tu es attaché à tes lapins? Eh bien, il m'arrive des fois, quand j'ai de ces bonnes mères, là, les tuer, ça me... Mal au cœur. Mal au cœur, oui. Tu as combien de lapins? Maintenant, j'en ai encore une dizaine. Mais je ne voulais plus garder. J'avais arrêté, j'ai pas peu de fois. Puis je suis laissé encore embarquer. Ils me portent tous le pain. Tu vois, ils me portent beaucoup des gens qui me portent du pain. Mais ça ne va pas rien que du pain. Hein? Et ils sont toujours en cage? Toujours en cage, oui. Donc chaque mois, tu manges un lapin? Oui, comme ça, oui. Moi, j'en distribue. C'est Pierrine qui les cuisine? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Si. Il dort bien. Elle sait comment? Ah oui, oui. Toi, tu sais cuisiner le lapin? Ah non, je ne serais pas cuisiné. Non, 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 je ne serais pas cuisiné. Tu sais l'élever, le tuer, le découper? Oui, mais tout, pas le mettre en cuisiner. civet, tout, oui. Oui, oui, non, non, tout. Puis le temps, oui, oui. Des fraises. Les fraises, voilà. C'est les fraises qui nous ont sauvés. Les fraises, ils ont sauvé tout Verneilla, je crois. Mais ce qu'on a travaillé avec ces fraises, le dimanche, tout le temps, il fallait aller, parce que qu'il pleuve pas, il fallait aller, parce qu'autrement, ça pourrissait tout, vous voyez. Alors, on ramassait ces paniers de fraises, et mon Dieu, 300 kilos des fois d'un jour. Et qu'est-ce que vous en faisiez? Mais on les portait au syndicat. Et puis, ils nous les payaient 1,80 €. 1,80 €, nous, je crois qu'ils nous payaient le kilo. Le kilo? Le kilo, oui. Et ça, c'était... Ah, ça, c'était de l'argent, oh mon Dieu. D'abord, je vous dis, à Verneilla, je crois que les gens, ils ont pu s'acheter des maisons et tout ça à cause des fraises. Hein. Ça nous a sauvés de tout ça. Toutes les familles faisaient ça? Toutes les familles. Je me rappelle que je descendais vers le cimetière, derrière le cimetière, là. Et puis, il y avait un champ, un immense champ, là. C'était à Louis-Clèves, ce champ. Mais plein d'herbes, plein d'herbes. Je lui dis, mais ça, c'est pas possible de laisser un champ comme ça. Je veux m'occuper à qui il est ce champ. Puis c'était à Louis-Clèves. Il m'a dit, tu le veux? J'ai dit, si tu me le loues, oui, je le veux. Il a dit, mais pas possible, t'as vu comme dans quel état il est? J'ai dit, oui, j'ai vu. J'ai tout fait enlever, faucher. Il fallait qu'il fauche. Et puis alors après, j'ai tout avec le croc, j'ai tout arraché, la mauvaise herbe, tout ça. C'est vous qui avez fait ça? C'est tout moi qui ai fait. À la main? Oui, tout à la main, tout avec le croc, tout a fait ça. Puis il n'y avait pas tellement de machines encore à ce moment-là. Hein. Et puis après, quand ça a été tout beau, mon bout de jardin, mon bout de terrain, là, oui, j'ai dit, maintenant, je plante des fraises. Oui. J'ai acheté des plantons de fraises, j'ai mis des fraises. Oh, mon Dieu! La première année, j'en avais déjà fait, je ne me rappelle plus combien. Deux jours de fil, j'en ai fait. En 2 jours, j'ai fait 600 kilos de fraises. À 1,80 € le kilo? Oui. C'était un miracle. Ah, c'était... Mais je devais prendre des ouvrières, j'arrivais pas à ramasser. J'arrivais pas à ramasser, il y en avait trop, ça mûrissait tout d'un coup, vous voyez. Et puis c'était ces fraises mouteaux. Les mouteaux, ils avaient une odeur, mais une odeur. Mais c'était bonne, ces fraises. Sucrées. D'abord, après, quand on nettoyait les champs, il n'y avait plus de fraises, mais on sentait l'odeur. On passait là à côté des champs, on disait, ben là, on sait qu'il y a eu des fraises. Et c'était vrai. Alors, on faisait toujours une petite camionnette. Pas une petite camionnette, une petite maisonnette au bout du champ. Pour qu'on puisse mettre les plateaux si en cas il pleuvait, tu vois. Et puis, on mettait nos plateaux là. Puis, Emilio, il avait une voiture
une Austin grise. Alors, il venait chercher les fraises le soir, et puis il portait au syndicat. C'est le syndicat qui payait directement les fraises? Pas tous les jours, non, il payait à la fin de la cueillette. Bien. Elles partaient où, ces fraises? Oh, en Suisse allemande. En Suisse allemande, il partait, oui. C'était quand même pénible toute la journée. Oh, c'était pénible. Pénible. Très pénible. Toujours à genoux. plié au sol. Plié au sol tout le temps, et puis qu'il pleuve, qu'il fasse n'importe quel temps. Dimanche jour 2, il fallait aller les ramasser. Hein. Mais on pouvait les manger aussi. Oh! En les ramassant. Oui, on pouvait les manger. Il n'y aurait plus que manqué qu'ils nous le disent. Vous ne touchez pas les fraises, alors oui, ça aurait été autre chose. Mais ça, c'était votre propre affaire. Ah, ça, c'était ma propre affaire. Ouais. Et vous rameniez de l'argent à la maison? Ah oui. Oh mon Dieu. Puis qu'on était content quand on pouvait porter ça. Et mon Dieu. Mais des fois, on a des coups de bol aussi. Hein. On peut dire, des fois, on a des coups de bol. Hein. Parce qu'avant, ça ne se faisait pas. Vous vous souvenez pas que quand votre maman, quand vous étiez enfant, on ne cultivait pas les fraises? Non, il n'y avait pas les fraises. Il a fallu que les gens de la ville prennent le goût de la fraise. Oui. Non, il n'y avait pas de fraises à ce moment-là. Non. Absolument rien. Les fraises du Valais, elles étaient réputées? Mais je pense bien qu'ils étaient... Eh mon Dieu, les fraises du Valais, c'était pas rien. D'abord, c'était toujours marqué fraises du Valais quand il y avait les annonces sur le journal. Hein. Oui, tout le temps. On a fait ça peut-être, je sais pas, moi, pendant 4-5 ans. C'est toujours vous qui le faisiez? Oui. Pas votre mari? Mon mari aussi. Et mon Dieu, un jour, on avait ramassé 300 kilos. Mais on en était 3. J'avais dû prendre des ouvrières. Hein. Et puis quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à Emilio, tu sauras que demain, j'ai pas besoin de tellement prendre des ouvrières. Parce qu'alors, si tu voyais comme il est le champ, il est franc, mais affreux. Parce qu'on a tout fouillé pour avoir le plus possible. Hein. Il a dit, t'en fais pas, tu verras que tu en trouveras encore beaucoup. Toute la nuit, il a mis le jeu. Ouais. Et là, il mettait le jeu d'un côté, il restait une heure de temps là, il y avait une petite maisonnette. Là, après, il allait remettre le jeu dans une autre place. Et mon Dieu, on a fait, je crois, 3 fois, on a fait 300 kilos. Puis après, ça baissait, puis après, il n'y en avait plus. Hein. Bien sûr, oui. Après l'école primaire, qu'est-ce que vous avez fait? L'école ménagère. L'école ménagère à Sion? Non, ici à Vernéa, il y avait les sœurs. Ouais. C'était les sœurs qui faisaient l'école ménagère. Donc, il y avait sœur Ignace, sœur Marguerite, oui. Alors on faisait l'école ménagère, mais c'était bien cette école ménagère. Jusqu'à 16 ans? Pardon? Jusqu'à 16 ans, 16 oui. Oui. Et après, vous partiez dans la vie? Et puis après, on partait dans la vie, oui. Oh, mais moi, je me suis mariée jeune, j'avais 18 ans. Oui, je sais ça. J'avais 18 ans, maman, elle a dû donner 2 francs à la Confédération, parce que je n'avais pas 18 ans révolus. Ah bon? Elle avait dû demander à la Confédération la permission. Alors, ils lui ont dit, oui, mais on doit encaisser 2 francs. Donc, vous êtes vite tombée amoureuse? Ah oui, très vite. Vous pouvez me raconter la première rencontre? Eh bien, mon mari, il jouait le jazz, vous savez. Oui. Les tambours, le tambour là. Et puis son frère, il jouait l'accordéon. La batterie, donc. La batterie, oui. Ça, c'était mon mari qui jouait la batterie. Puis son frère jouait l'accordéon. Et puis, on était à Mai. Vous savez où c'est Mai? Oui. Ensuite, Saint-Maurice. Alors, je vois qu'est-ce que vous faisiez à Mai, vous, là, en venant d'ici? Eh bien, parce que c'était Saint-Florentin. Oui. C'était la fête de mai. Oui. Et vous êtes monté avec qui, là-haut? Alors, maman, c'était maman qui était de mai. C'est une mère, maman. Ah, oui. Et puis alors, ma sœur Charlotte, elle aimait beaucoup danser. Moi, ça me disait rien. Oui, j'aimais bien danser, mais ça me disait pas plus que ça, vous voyez. Et puis elle fréquentait un Italien. Et puis alors, Charlotte, elle dit, tu viens en haut avec moi, mais... J'ai dit, non, moi, je ne vais pas en haut à mai. Non, il fait mauvais temps, il pleut, il faut tout monter en haut dans ces arbres-là. Il y avait rien que des petits chemins. Parce que vous montiez... À pied, de Pied-Lyonnat. Alors, j'ai dit, non, moi, je ne monte pas. Et puis, elle m'a fait tu sais que les Italiens, ils sont tellement jaloux qu'après, je me marierai en Italie. Puis, elle ne s'est jamais mariée parce qu'elle n'aimait plus tellement ce type, je pense.
Alors, je ne pourrais plus jamais sortir. Alors t'es pas chic si tu montes pas. Pour finir, je suis quand même montée. Ça prend combien de temps pour monter jusque là-haut? Oh, pour monter en haut, on mettra bien une bonne heure de temps. Hein. Ouais. Et puis il pleuvait, on est arrivé, il a fallu aller nous sécher les habits chez la tante. C'était une sœur de maman. Alors il y avait le bagnard, on mettait les habits sur le bagnard, après il fallait repasser, et puis après on descendait à la maison d'école pour aller danser, vous voyez. Oh non, non. C'était le soir? Le soir, puis l'après-midi, il faisait 2 fois. Ouais. Puis j'ouvre la porte, je regarde en haut du côté des musiciens, je vois mon Emilio. Emilio, c'est mon mari. Puis j'ai dit à Charlotte, regarde le client là, il est pas mal, hein? Charlotte, ben mon Dieu, je sais pas ce qu'il faut. Ça ne me plaisait pas, Charlotte. Hein? Alors on s'assied, on a commandé une bouteille de limonade. On boit notre limonade. Après, le frère à Emilio, il commence à jouer l'accordéon, puis c'était le plus beau tango du monde qu'il jouait. Alors, mon Emilio vient m'inviter à danser, et ça a commencé. On a eu le coup de foudre, tous les deux en même temps. Vous vous êtes vus? Ah oui! Ah, ça a été fini, hein. Alors, il m'a demandé où c'est que j'habitais, et il est venu 2-3 fois à Verneillard. Puis après, il a voulu connaître maman, la famille, hein. Il est venu, puis il a plu à maman. Maman m'a dit, oh, je crois que tu peux joliment fréquenter ce garçon, il a l'air gentil. Vous l'avez connu à 16 ans? Oui. Vous êtes marié à 18 ans? À 18 ans, oui. À cette époque, ça posait problème? Non, je crois pas que ça n'a pas posé de problème, non, je crois pas. À part qu'il fallait qu'on donne 2 francs à la Confédération, mais autrement, ça a été sur des roulettes. Vos parents étaient d'accord? Ah oui, oui. Et maman, elle a tout de suite... et papa, il était mort déjà. Mais maman, elle a tout de suite trouvé que ce garçon, il avait l'air gentil, vous voyez. Et puis voilà, ça a continué. Des fois, il y a comme ça des coups de foudre, comme on dit. Hein. Puis après, ça reste, puis c'est resté. Ouais. Il a suffi d'un jour de bal. Un jour de bal. En Ouamé, et je ne voulais pas aller. On avait 20 ans et on n'avait pas de bal, pas d'amusement comme normalement. À cause de la guerre ou bien parce qu'il y avait... Oui, à cause de la guerre. Oui, puis on n'avait pas le droit de faire des balles. Alors que vous auriez aimé vous amuser? On allait un peu au Trien, parce que là c'était sur Martigny. Alors, la police, elle ne descendait pas, Martin. Nous guignait si c'était. Qu'est-ce que vous alliez faire là-bas? On dansait pour le 31. Ah d'accord. À l'hôtel du Trien? Oui, ici. Oui. Pas à l'hôtel du Trien, du Pont. Au l'hôtel du Pont? Oui, vers le Châtelat. Parce qu'à Verneillard, il n'y avait pas de... Non, non. On n'avait pas le droit d'avoir des balles pendant la guerre. Mais sur le canton de Vaud, il y avait. Oui, uniquement à Verneillard, il n'y avait pas le droit? Oh, je pense que c'était un peu partout, sûrement. Mais il y en avait à Martigny parce que, à l'hôtel du Pont, parce que c'était suffisamment peu surveillé. Peu surveillé, bien sûr. Alors c'est là que vous avez dû rencontrer votre futur mari? Exactement, oui. Je l'ai rencontré à l'hôtel du Pont. Un soir de fête? De 31. Un soir de 31? Oui. Avec de la musique? Ils étaient là, avec le camion Orsac, ils avaient été livrés par un canton de Vaud. Oui. Et puis je leur ai demandé si je ne voulais pas me mener à Martigny. Je voulais aller au casino à Martigny. Et alors, ils m'ont emmené et puis... Vous aviez 21 ans? Oui. Non, j'avais 22, 23. 23 ans, oui. Ils étaient tout contents de vous emmener alors? 43, oui, oui. Puis c'est là qu'il m'a dit, je ne veux pas vous laisser aller seul au casino, il est venu m'accompagner. Puis voilà, ça a continué. Donc vous lui plaisiez déjà? Faut croire. Pour qu'il désire vous accompagner au casino. Oui, oui. Alors comme ça, vous avez passé la première soirée déjà ensemble. Mais oui. Qu'à 6h le matin. 6h le matin, j'ai pris le train pour venir à Verneillard. Vite été dans ma chambre, me laver, me changer. Et puis je suis partie. J'avais l'habitude, le 31, d'aller chez ma grand-maman à Vouvray. Celle qui est morte à 107 ans. Alors on se retrouvait là, les cousins, les cousines. Parce qu'elle avait une trentaine de petits-enfants, ma grand-mère. Comme elle a eu 14 enfants, avec toute l'équipe, on était beaucoup de cousins et cousines. Alors, je suis allée à Vouvray, et puis je suis revenue le soir, puis le soir, il était à la gare qui m'attendait là. Déjà? Puis après, je ne sais pas s'il est monté en vélo, à pied, ou vous attendiez
Vous vous Non, non, attendiez? je ne m'attendais pas. C'était une Non. surprise. Oui, oui. On s'est mariés en 46. Oui. C'était habituel de fréquenter longtemps comme ça? Oui, oui. Oui. Mais on ne peut pas vivre ensemble, on est chacun, on était chez soi, bien sûr. Et c'était par choix, ou bien si vous ne pouviez pas aller plus rapidement? Vous auriez pu vous marier plus vite? Non, on n'aurait pas pu parce que lui, il avait... Après lui, il y avait encore un frère, puis après 5 filles. Alors il devait aider encore Ah, d'accord. à élever ses frères et sœurs, quoi. Et Son frère et ses sœurs. c'était difficile d'attendre? Est-ce que vous étiez impatient? Non, Non? non. On a attendu que la fin de la guerre pour se marier, Ouais. en 46. Vous étiez quand même ensemble, Oui, et bien ensemble. des moments, quoi. J'avais encore une question concernant votre mari. Oui, Je ne sais pas si c'est lui ou vous qui m'aviez raconté son histoire. oui. Donc c'est il était illégitime. Ma belle-mère, quand elle était jeune, elle était partie en Hongrie. Ouais. Puis quand elle est revenue, elle était enceinte. Oui. Qu'est-ce qu'elle a été faire en Hongrie? Elle allait chez des familles, je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement. Moi, j'ai jamais osé trop la questionner et tout. Ouais. J'aurais dû, parce qu'à présent, je vois les enfants, ils s'intéresseraient à savoir un peu là-bas. On ne sait pas même dans quelle ville elle était, rien. Donc, C'était avant la guerre alors? ça, c'était avant la guerre de 14, 18. Hein. Ah oui alors. Oui, oui, C'est puisque vraiment le mari il est né en 15. Oui. Alors, on n'a pas su grand-chose de sa vie, c'était. Mais il a porté le nom de sa maman. Oui. Et puis, comme la grand-mère était protestante, ils l'ont fait protestant. Voilà. Puis ça a bien été. Malgré que le curé de Vernaya m'a dit « Oh, allez marier un protestant, je ne suis pas content. » Guestre, là. Parce qu'avant de me marier, j'ai quand même passé chez le curé pour lui dire, par politesse. Puis là, il m'a dit que c'était quoi. Alors, on s'est mariés quand même à l'église catholique, à Martigny, mais ils ne nous ont pas laissé rentrer dans l'église. Puis on est passé par la petite porte où il y a les sacristains, où ils s'habillent, quoi. Puis pour passer là, il a fallu donner 100 sous à l'évêque. 100 sous à l'évêque. Ah bon? Et vous avez été marié par un prêtre? Marié par César Pignat, cousin de mon papa. Je ne sais pas à quel degré, mais je sais qu'il était de parenté avec mon père, César Pignat, qui est celui qui nous a mariés, qui a baptisé les 2 premiers, Jean-Michel et Pierre-Etienne. Il y a juste Georges-André qui a été baptisé ici. Je sais pas s'il était Mais pas votre mari, il a changé de foi, ou bien s'il est resté dans la foi? Oui, il est resté protestant. Oui. Il voulait un temps. Je sais pas, il allait des fois à Pâques, au temple à Martigny, protestant. Puis je sais pas ce qu'il y a eu, une fois ça lui a pas plu, ce que le pasteur a raconté. J'ai jamais su exactement. Puis là, il m'a dit, moi je crois que je veux me faire catholique. J'ai dit, mais non, pendant qu'est-ce que tu veux te mettre en quoi étudier? Il fallait même apprendre des trucs pour être catholique, c'était pas tout seul. Connaître le dogme. Alors bon, il est resté protestant, puis voilà. Que ça peut bien faire. Mais ça n'avait pas posé problème? Non, non. Mis à part que vous n'avez pas pu vous marier normalement à l'église? Non, non. J'avais un peu colère parce qu'il fallait donner 100 sous à l'évêque, quoi. 100 sous, c'était 100 sous à ce moment-là. Et votre mari n'aurait pas voulu que vous soyez marié selon le rite protestant? Oh, on n'en a jamais parlé. Non, non, jamais parlé de... Non, non. Lui, que ce soit catholique ou protestant, c'était pas d'importance. Oui. Oui. Mais non, ça faisait rien, ça. C'était pas très fréquent à cette époque, les mariages mixtes? Oui, c'est ça. Parce que Guestre, il m'a assez fait là. Quand j'étais lui dire que j'allais me marier, mais je mariais un protestant, c'est pas possible quand même. Mais que ça pouvait lui faire. C'est moi qui me mariais, c'était pas lui. Puis, de toute façon, il avait... Puis ça a toujours bien été, malgré qu'il était protestant. C'est toujours très très bien entendu. Je pense bien. Alors, mais on a dû promettre de faire les enfants catholiques, bien sûr. Il a fallu signer ça. Signer? Ah oui, signer le jour qu'on s'est marié.
J'ai dû signer comme quoi on fera des enfants catholiques. Les enfants Parce seraient qu'on a élus. fait quand même le mariage catholique. Oui. Pas dans l'église, dans la petite porte à côté, mais ça fait rien. Même pas à l'intérieur de l'église, Non, non. dans la sacristie. La Dans le sacristie. local d'à côté. Et puis on passait pas dans l'église pour la sacristie. Bien sûr, Il y avait oui. une petite porte Oui. qui donne contre le coin de la ville, là-bas, à Donc Martigny. dans un petit local. Oui, voilà, exactement. Mm. Avec tous les habits des curés Oui, pendus, là. Mais lui, il était quand même en habit. Le curé? Oui. Oui, 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 bien sûr. J'ai écrit la première chanson en 1947. J'étais 48. J'étais apprenti électricien. Et puis, quand venait le CIRCNI, toutes les années, donc les services industriels de Sierre, qui étaient fournisseurs de courant, allaient tirer le câble principal de l'alimentation pour les roulottes, pour la bâche, là, pour où il y avait le spectacle. Il y avait des chauffages là. Alors pour l'orchestre, et puis pour les animaux, les roulottes, il y avait les animaux qui venaient d'Afrique et tout ça, qui ne supportaient pas le froid, parce qu'ils arrivaient toujours au mois de novembre en général. Alors à la fin de la journée, ils nous donnaient un billet, ou pour venir au spectacle le soir, ou pour venir à la répétition générale. Et puis c'est là que j'ai pris des notes. Sur ce que j'avais vu le spectacle, et j'avais simplement mis comme titre le cirque, que je n'ai jamais changé. À un moment donné, tu as dû choisir entre la chanson, le spectacle et puis ton travail à l'usine. Hein. Voilà, oui. Et ça a marqué la fin de la période où tu as... Oui, en 72. Tu pourrais raconter, ouais. Oui, alors, moi j'avais tellement des douleurs dans la poitrine la nuit, je ne savais pas comment me tenir pendant 2-3 jours. Puis j'ai dit, jeune comme ça, c'était en 72, j'avais 1932, 40 ans. Puis à l'usine, je demande à Cornu, je discute avec Cornu, j'ai dit, mais je ne peux pas faire tellement d'efforts avec la masse. Je dis, j'ai tellement mal quand je fais des efforts, puis même au lit. Il m'a dit, mais il ne faut pas rester comme ça, le cœur. Alors il m'a dit, allez chez le docteur Brocard à Martigny. C'est un généraliste, mais il vaut tous les docteurs. Il n'est pas spécialiste du cœur, mais alors, moi j'étais là. C'est lui qui m'a envoyé à Lausanne pour opérer, autrement je ne serais plus là. Alors je dis, bon, je vais aller voir, je dis, c'est mon médecin. Il a dit, ben, il faut lui en parler. Alors j'étais là-haut, puis il m'a dit, mais comment c'est venu ces symptômes-là? J'ai dit, ben, j'ai mal dans la poitrine, et puis j'ai... Il m'a dit, mais tu as un travail normal? J'ai dit, non, je fais le service d'équipe. Alors une semaine, on fait le matin, de 4h à midi, et puis une semaine de 8h le soir à 4h le matin, et puis une semaine l'après-midi, c'est plus reposant. Oui. J'ai dit, bon, mais à côté de ça, je dois vous dire, en fin de semaine, je suis souvent pris à gauche, à droite, je vais animer les soirées et tout ça. Alors, il était tellement grand, c'est imposant ce type-là, ce docteur. Hein. Alors il me dit, ah oui, c'est juste, je vois sur le Nouvelliste le lundi, là. Ah, tu fais le guignol, là. Tu fais le singe à gauche, à droite. Oui, oui, oui. Alors écoute, mon cher, tu vas choisir. C'est où que tu continues à faire le singe ou que tu travailles à l'usine CFF. Pour une raison bien simple. Ici à Martigny, il y a 2 gars qui travaillent à la gare de marchandises, à la halle de marchandises en haut, qui avaient des vignes à Place Rizier. Ils ont été dégoisés par des copains de boulot. Que le matin à 3h30, à peine jour, ils étaient sur la vigne, et puis après, en bas, puis ils ont eu des problèmes de santé. Ils ont été vidés de la caisse maladie, des chemins de fer. Vidés. Parce qu'il y avait récidive. Ils avaient des ennuis, ils n'avaient pas. Alors là, tu ne peux pas faire 2-3 mois. Ça ne va pas. C'est où tu choisis. J'ai dit, c'est pas difficile à choisir. J'ai dit, moi, je fais ça à côté de mon travail parce que ça va. Hein. Ils mettent sur les journaux, une autre société, il y a des invités après la soirée qui boivent un verre, là. Ils demandent si je suis libre, telle et telle date. Ça va comme ça fait boule de neige. Il a dit alors c'est à prendre ou à laisser. C'est ou bien ou bien. Tu reviens dans 15 jours. 12 jours. Attends, je vais noter là. Bon. Je vais en haut. Il dit alors tu as pris une décision? J'ai dit oui, docteur. Hélas. Alors j'abandonne mon métier et puis je conserve mon hobby d'électricien à l'usine CFF. Alors il est parti d'un éclat de rire. Il a dit oh ben je vois que tu prends du bon côté. J'ai dit je suis obligé.
Parfois, il faut faire une croix. Mais je continuerai peut-être à écrire comme ça, pour pas perdre, parce que j'aime bien. Alors j'ai continué, j'ai donné cette année quelques chansons, une que j'ai fait 3 chansons pour le chœur d'enfant. Une, c'est le vieillard et l'enfant. Donc c'est... Alors ça irait bien pour une petite scénette. Le vieillard et l'enfant, assis sur un banc, donc il y a un vieillard qui chante, il chantonne, nostalgie. Alors, il chantonne deux lignes de Gilbert Bécaud. Mon copain, c'était mon copain. Toi mon vieux camarade, mon copain, mon ami, j'écoute la ballade de la mort, de la vie. Et ton pesant silence est un mal si cruel que j'entends ta présence parfois au fond du ciel. Et alors il y a un enfant qui arrive, il a laissé finir de chanter. Quand il a eu fini de chanter, le vieillard, il s'assied à côté, puis il lui tend la main. Puis alors il demande au vieillard pourquoi il chante cette chanson. Alors le vieillard, comment ça va déjà? Ça commence comme ça. Le vieillard chantonnait sur un banc une rengaine, c'est l'enfant qui chante là, une rengaine d'un autre temps. C'était ni un gueux ni un forban, je le connaissais depuis longtemps. Ainsi j'ai compris à son regard qu'il chantait pour noyer le cafard, ses yeux pleins de tristesse et d'ennui, que je me suis assis près de lui. Pourquoi ce vieil homme distingué, lui qui a tellement bourlingué, traversait l'automne de sa vie avec autant de mélancolie? Quand il eut terminé son refrain, timidement j'ai tendu la main. Que pouvait faire d'autre un marmot, trop ému pour dire un seul mot? Le vieillard prit ma main et m'a dit: excuse-moi, j'étais étourdi, tu voudrais bien savoir, et pourtant ce n'est pas une histoire d'enfant. Mais je vais t'avouer, mon petit gars, j'étais l'ami de ton grand-papa. Nous n'avons pas fait les 400 coups. Il me manque aujourd'hui, voilà tout. Ton grand-père était l'ami discret, et chaque semaine sur ce banc, on s'échangeait parfois nos secrets devant un petit verre de vin blanc. Tous les villageois disent de lui qu'il nous a quittés beaucoup trop tôt. Cela fait 5 années aujourd'hui, mais je vais le rejoindre bientôt. Je lui dirai comment ce gamin... Je lui dirai comment ce gamin, dont il m'a tant parlé autrefois, m'a souri et m'a tendu la main. Je suis sûr il sera fier de toi. Alors ça c'est l'enfant qui rit. Alors je suis allé plusieurs fois écouter parler de mon aïeul, mais hélas sur le vieux banc de bois, je me suis chaque fois trouvé seul. Et si le monsieur n'était plus là, c'est qu'il a rejoint mon grand-papa. Depuis je n'ai jamais oublié ce que voulait dire l'amitié. Mon cœur ne pouvait pas être amer, soulagé de lui avoir offert seulement l'espace d'un instant, la fraîcheur d'un sourire d'enfant. La 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 la. Voilà. C'est beau.